Merci d'être avec nous sur Radio J et tout de suite l'invité de la rédaction, Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE et expert en contre-terrorisme. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Coup de buzz pour Israël mardi, un coup de buzz qui s'appuie sur d'importantes révélations, celle des fraudes de l'Iran. Le Premier ministre Naftali Bennett a confirmé les informations parues dans la presse israélienne sur son compte Twitter. Il l'a fait sous forme de vidéos, de dessins animés qui montrent l'Iran en train donc de berner l'Agence internationale d'énergie atomique. Et Naftali Bennett a même publié les documents qui attestent de la dissimulation de l'Iran, ceux de l'AIEA, chargé d'inspecter les sites nucléaires iranien pour vérifier que le régime islamique ne produit pas de quoi se doter d'une arme nucléaire. Des documents donc de l'agence onusienne sur les inspections, volés par les Iraniens et récupérés donc par Israël. Alors Claude Moniquet, déjà, pourquoi Israël a divulgué au public tous ces documents et ne les a pas plus discrètement transmis à l'AIEA? Je pense qu'il y a une raison qui est assez évidente. Nous sommes, on nous dit depuis quelques semaines, voire quelques mois, qu'on est dans la phase finale des négociations de Vienne sur la réincorporation de l'Iran dans l'accord nucléaire qui avait été conclu il y a déjà pas mal d'années. Donc il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de manipulation, il y a énormément de tensions. Certains pays voudraient arriver, européens essentiellement, et américains d'ailleurs aujourd'hui, voudraient arriver assez rapidement à un accord. Les Iraniens disent oui, mais ça ne va pas assez vite. Et les révélations s'enchaînent, parce qu'il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, on a appris par exemple que le stock d'uranium de l'Iran et d'uranium enrichi de l'Iran était très très nettement supérieur 18 fois à ce qui était supérieur. autorisé par les accords. 18 Absolument. fois supérieur à Donc, ce qui était autorisé par les accords de 2015, oui. Claude Moniquet, est-ce que le fait qu'Israël divulgue ces documents, ça peut avoir une incidence? On sait qu'Israël est opposé au fait qu'il y ait un accord sur le nucléaire iranien. Vu les fraudes de l'Iran, ça se comprend. Mais est-ce que le fait de divulguer ces documents peut avoir des conséquences? Par exemple, se mettre davantage de son côté l'allié américain ou des choses comme ça? Alors, je pense que ça va avoir une influence sur l'allié américain, mais aussi sur les Européens, sur les Britanniques, sur les Français, qui sont sans doute plus tolérants par rapport à l'Iran, en tout cas pour la France, mais qui en même temps veulent faire respecter des règles. La France a toujours été sur une position de médiation et de conciliation, mais en même temps a toujours été également sur une position de fermeté. Et je crois que exposer ce genre de documents, exposer systématiquement les pratiques de renseignement, de déception, de mensonges de l'Iran peut effectivement avoir une influence en mettant un peu plus de pression sur les autorités. Alors là, c'est grâce au Mossad qu'Israël s'est procuré ces documents. C'est pas la première fois qu'Israël se procure des documents iraniens liés au nucléaire par l'intermédiaire du Mossad, et pas non plus la première fois donc que Israël les montre au grand public. Vous qui avez été un ancien agent de la DGSE, nous on dit toujours c'est un coup d'éclat du Mossad parce qu'ils sont révélés au public. Mais est-ce que ce que fait le Mossad, c'est le seul à le faire en ce moment avec des pratiques comme ça, voler des documents qui concernent l'Iran, ou est-ce qu'il pourrait y avoir, ou est-ce qu'il y a d'autres États qui le font mais plus discrètement? Alors, je ne sais pas si tout le monde réussit, mais je crois qu'il y a plusieurs pays certainement qui essaient. Il est clair que les trois grands, je dirais, du côté occidental, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont et maintiennent des activités de renseignement en Iran. Je dirais pas contre l'Iran, mais en Iran, de manière à s'informer, entre autres, de cette question nucléaire. Est-ce qu'ils réussissent comme ils sont plus discrets? Ça, c'est une autre question. Mais il y a ça aussi, ça suscite des tensions, mais cette fois-ci en Iran. On vient d'apprendre il y a quelques heures qu'un haut gradé, un colonel des gardiens de la Révolution avait été entre guillemets suicidé par son propre service parce qu'il était suspecté d'avoir suscité des fuites de renseignements secrets iraniens vers une puissance étrangère.
on ne dit pas laquelle. Mais il est clair que dans toute cette course entre les grandes, cette compétition entre les grandes centrales de renseignement, les Israéliens ont un avantage parce que pour eux d'abord c'est une question évidemment vitale, premièrement. Deuxièmement, parce que vu la composition sociologique et ethnique de l'État d'Israël, cette espèce de patchwork, ben, les Israéliens ont la capacité de recruter des Israéliens qui sont d'origine iranienne, qui ont physiquement ressemblé à des Iraniens et qui parlent parfaitement le farsi, et qui eux-mêmes peuvent recruter des sources sur place. Parce qu'il n'y a pas que le vol de documents. Il y a aussi eu depuis des années toute une série d'accidents et toute une série aussi d'éliminations, y compris au cœur de Téhéran, comme il y a encore quelques jours avec un autre colonel des gardiens, qui prouve qu'il y a, même si Israël ne le reconnaît pas officiellement pour des raisons évidentes, qu'il y a une activité très intense des services israéliens sur cette question. Alors, les images qu'on a vues de Naftali Bennett, on a vu aussi des images de lui qui montrent comme ça ces documents. Ça rappelle les mêmes images qu'on avait vues de Binyamin Netanyahou. Ça, au niveau politique en Israël, ce sont des images fortes, mais quelles sont leurs conséquences à l'étranger, par exemple, quand les Iraniens voient ça, qu'est-ce que ça leur fait ? Alors, très clairement, quand les Iraniens voient ça, c'est toujours la question. Quand on a un renseignement secret, est-ce qu'on le garde secret ou est-ce qu'on le divulgue? Ça dépend de l'exploitation qu'on veut en faire. Quand on voit ça, on peut se dire deux choses quand on voit cette manifestation publique. Premièrement, parce qu'il y a évidemment un risque, les Iraniens vont se mettre immédiatement, si ce n'est pas déjà fait, à la chasse à la taupe qui a permis à ces documents et à ces photographies qui ont manifestement été prises, entre autres, à Parchin, dans une centrale secrète. Ils vont se mettre à la chasse de la taupe. Ce qui pose un risque évidemment pour le renseignement. Alors, je pense qu'on peut estimer que si ces renseignements sont rendus publics, c'est peut-être en l'occurrence parce que la source n'existe plus. Est-ce que la source est décédée? Est-ce que la source a été arrêtée par les Iraniens? Est-ce que la source a été exfiltrée d'Iran? Ça, je peux pas vous répondre. Mais il est évident que si on fait une exploitation, c'est que la source n'est plus d'une manière ou d'une autre, n'est plus en risque d'être découverte. Mais de toute façon, ça va relancer la paranoïa d'un régime iranien qui est déjà extrêmement paranoïaque et sans doute l'occuper et paralyser ses activités pendant un moment. Alors, quand il montre ces documents qui ont été publiés aussi sur Internet, quand il montre ces documents, Naftali Bennett... Ah, téléphone. Quand il montre ces documents, Naftali Bennett, il dit « c'est la preuve que l'Iran fraude ». Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces documents et est-ce que c'est bien la preuve que l'Iran fraude et cherche à dissimuler son programme nucléaire, Claude Moniquet? Alors, il existe plusieurs preuves par ailleurs. Une preuve seule serait peut-être insignifiante, mais la première preuve, c'est l'existence, là qui est avérée, de parties, et qui a été avérée par des inspections entre autres, de parties de ce programme qui ont été cachées pendant 20 ans. C'est par exemple aussi l'existence de ce stock 18 fois supérieur. Il y a des éléments concrets, factuels. Et ces renseignements, ces documents viennent rajouter une brique à la construction en montrant effectivement que c'est une politique systématique qui s'appuie sur le travail du MOIS, le Ministry of Intelligence and Security, qui est le cœur, la matrice du renseignement iranien et qui systématiquement se met au service de ce programme qui, par ailleurs, comme vous le savez, le programme nucléaire iranien est entièrement sous le contrôle des gardiens de la révolution. Donc oui, c'est une preuve en plus qui ne serait peut-être pas suffisante, mais déjà très indicative. Mais là, je pense que depuis des années, l'accumulation de preuves démontre sans aucun doute qu'il y a une fraude de l'Iran et que s'il y a fraude, c'est que donc il y a programme secret. S'il y a fraude, il y a programme secret, mais en fait, finalement, c'est très difficile parce que quand Donald Trump s'est retiré de l'accord, eh bien, ça a accéléré la course de l'Iran vers l'arme nucléaire. Et quand il y avait l'accord, ça n'empêchait pas l'Iran d'aller vers l'arme nucléaire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution avec l'Iran ? Écoutez, moi, ça fait 40 ans à peu près que dans différentes fonctions, je me suis intéressé à l'Iran, parfois d'assez près. J'ai écrit pas mal de choses, j'ai écrit des rapports, un livre. Je pense bien connaître, j'ai été témoin dans des procès, je pense bien connaître la machine de renseignement iranien. Il y a une constante avec les Iraniens. Quand on est conciliant avec eux, on perd, et quand on est dur avec eux, on perd toujours. Je veux dire, parce qu'il y a une volonté de ce régime, que ce soit sur le nucléaire ou sur l'utilisation du terrorisme à l'étranger.
contre Israël, contre les communautés juives, mais aussi contre la France, contre des pays occidentaux. Il y a une volonté constante de l'État iranien de construire de détruire ses ennemis d'une part et d'assurer d'autre part sa sécurité, entre autres par l'existence du programme nucléaire. Et c'est une constante que ce soit entre guillemets des modérés ou des durs qui soient au pouvoir à Téhéran, tout le monde se retrouve sur ces impératifs. Donc, j'ai tendance à penser que, par ailleurs, on voit que les sanctions font du mal à la société iranienne, mais ne fonctionnent pas, puisqu'elles n'empêchent pas la conduite de ça, de tous ces programmes iraniens. Donc oui, ça pose un vrai problème. Quelle attitude avoir? Je pense que clairement, la seule attitude qu'on peut avoir par rapport à l'Iran, c'est systématiquement faire du containment, les empêcher de progresser dans les domaines qui sont dangereux pour nous, les sanctionner, comme c'était le cas à Bruxelles, en Belgique, avec le procès Assadi, où on a condamné pour la première fois à 20 ans de prison un diplomate iranien pour la préparation d'un acte de terrorisme. Il faut être extrêmement ferme et isoler au maximum ce régime, de manière à le mettre en difficulté et qu'il puisse être à un moment ou l'autre renversé de l'intérieur. Parce qu'il faut être très clair, on a vu les fiascos terribles en Irak, etc. S'il y a changement de régime en Iran, il ne se fera pas de l'extérieur, il ne peut se faire que de l'intérieur. Claude Moniquet, quand il y a les responsables du régime iranien qui appellent à détruire Israël, etc., est-ce qu'il faut prendre ça juste comme des paroles, ou est-ce que quand ils disent ça, c'est pas de la propagande, c'est vraiment ce qu'ils ont l'intention de faire, par exemple s'ils ont une arme nucléaire? Je pense que la question ne se pose pas, parce qu'on n'aura pas la réponse à cette question. Est-ce que c'est de la propagande ou pas? C'est impossible à savoir. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'Iran, que ce soit sur le nucléaire ou sur d'autres, ou sur l'utilisation du terrorisme à nouveau, la persécution de son opposition, etc., l'Iran va toujours au plus loin, et c'est un régime qui peut prendre tous les risques. Alors, les Iraniens sont intelligents? Ils savent bien que s'ils avaient la moindre velléité militaire, nucléaire, un jour face à Israël, ils seraient détruits. Mais est-ce que ce régime est millénariste, extrémiste, hyper religieux au point d'accepter cette destruction s'il permet de détruire l'État israélien? Moi, c'est un pari que je ne prendrais pas. Donc, je pense qu'il faut être de nouveau le téléphone, je m'excuse. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à l'Iran. Et à nouveau, on ne peut pas prendre de risques avec ce régime. Donc, il faut à tout prix l'empêcher de poursuivre son programme nucléaire. Est-ce que l'empêcher de poursuivre son programme nucléaire, ça peut être des opérations comme il y avait eu des opérations de l'armée israélienne, comme il y avait eu à Osirak, mais en Iran? Ça veut dire cibler des sites. Il y a des entraînements en ce moment d'Israël dans ce domaine. Oui, est-ce que ça peut être une bonne solution? Ce ne serait pas une bonne solution, mais ce serait une solution. Ce ne serait pas une bonne solution dans le sens où fatalement c'est en train de escalade et il y aurait clairement, parce qu'il y en a toujours, des représailles iraniennes par rapport à une telle action. Donc je crois que c'est l'ultime recours. Les Israéliens jusqu'à présent ont plus opté pour des choses qui étaient du ralentissement. Les différents accidents qui ont frappé les chefs du programme nucléaire, de hauts responsables et de gardiens de la révolution, les accidents qui font qu'il y a une fâcheuse tendance dans les installations techniques et scientifiques iraniennes à l'explosion spontanée de produits bizarres à des moments particuliers. Tout ça permet de ralentir le programme et c'est clairement la meilleure solution. Maintenant, je n'ai aucun doute ni sur la volonté iranienne, ni sur la volonté israélienne. Si demain il y avait clairement, je pense qu'il y a une ligne rouge que nous ne connaissons pas, ce qui est normal, puisqu'il y a une question d'incertitude stratégique, mais il y a un moment donné où les Israéliens diront maintenant, on approche trop de la ligne rouge. Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois avant l'acquisition de l'arme nucléaire? On ne sait pas, 1 an, personne ne le sait, et nous devons frapper, et ce jour-là, je pense qu'Israël frappera. Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été avec nous sur Radio J en direct. Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE et expert en contre-terrorisme. Bonne journée à vous, au revoir.